En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Pour notre Zoom du jour, nous recevons Gérard Cognot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Gérard Cognot, vous êtes agrégé de lettres modernes, professeur émérite de l'Université de Nancy et vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, un recueil de textes intitulé « La Russie et son double », c'est aux éditions Apopsis. Dès le début de votre ouvrage, Gérard Cognot, vous soulignez à quel point il faut être inconscient pour écrire sur la Russie. Pourquoi est-ce aussi important à vos yeux ? Eh bien, ce qui est la difficulté, n'est-ce pas, d'écrire sur la Russie quand on est en Russie et quand on est exposé aux changements et aux contradictions qui sont inhérentes à la vie russe, c'est justement de trouver une adéquation entre l'écriture et la vie. Une vie qui est en perpétuel changement, qui ménage de perpétuelles surprises, et donc il faut toujours être extrêmement sensible, extrêmement aux aguets pour pouvoir, disons, traduire, n'est-ce pas, dans un journal, parce qu'en fait la plus grande partie de ce livre est composée de pages d'un journal que je tenais à Moscou dans les années 90, et j'ai voulu apporter un témoignage sur cette période qui me paraît crucial pour comprendre la Russie d'aujourd'hui, pour comprendre les changements qui ont affecté la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Et en fait, il faut toujours revenir, si vous voulez, en arrière, pour essayer de comprendre, n'est-ce pas, ce qui a provoqué des secousses, des séismes même, n'est-ce pas, tels que la chute de l'Union soviétique. Mais la Russie a toujours connu dans son histoire de pareils changements, de passages, d'apogée de sa puissance à une sorte d'abîme, n'est-ce pas, où elle a failli disparaître. Et c'est ce qui s'est passé justement dans ces années-là. Gérard Cognot, vous dédiez votre ouvrage, je cite, aux petites vieilles de Moscou, aux enfants abandonnés, aux chiens perdus et à toutes les épaves de la vie russe sous le capitalisme triomphant. La situation était-elle plus reluisante sous l'ère communiste, Gérard Cognot ? C'est difficile d'établir une comparaison, mais il est vrai que j'ai écrit ces lignes un peu sous l'émotion, devant le désarroi surtout des gens démunis, dans une période où justement une infime minorité disons, d'hommes politiques et financiers se sont accaparés, n'est-ce pas, des ressources du pays, des ressources de l'immense Union soviétique. Et donc c'est alors que le communisme, malgré tout, permettait quand même, établissait une certaine égalité, n'est-ce pas, si je parle de la masse. Mm-hmm. Et brusquement, il y a une énorme, alors, c'est-à-dire justement les enfants, les vieillards, ceux qui n'avaient pas de moyens de se défendre. Oui, vous évoquez ces scènes dans le métro de mendiants, d'enfants de 5 ans jouant comme des virtuoses au violon. Tout à fait, les vieilles dames et la mendicité ne se pratique pas en Russie comme elle se pratique en Occident. Il y a une dignité, il y a vous voyez, il y a une discrétion. On sent que vraiment les gens sont soumis à une nécessité. Et puis il y a toujours un certain contexte religieux qui agit, qui est beaucoup plus présent là-bas que chez nous. Vous voyez. Alors, ce thème du double russe que vous évoquez dans votre ouvrage s'incarne d'abord dans le fait géographique que, le philosophe Tchadaïev que vous citez disait « La Russie n'était ni d'Orient ni d'Occident ». mais participait également des deux. Pourquoi expliquez-vous
que cela participe d'une inquiétude existentielle? J'ai donné le titre de La Russie et son double à ce livre justement pour cela. Pour montrer que la Russie, étant depuis toujours divisée, n'est-ce pas, entre sa partie européenne et sa partie asiatique, du fait qu'elle est véritablement eurasiatique, parfois on emploie ces termes d'une façon péjorative, mais ça correspond à une réalité, et qu'au fond, elle a toujours été à la recherche de son unité, et donc à la recherche de son identité. Ce qui n'a pas été le cas des pays occidentaux. Et c'est ce que constate ce philosophe Tchadaïev en 1836 dans sa lettre philosophique, où il déplore justement cette situation et où il souhaite pour la Russie, justement, il souhaite que la Russie rejoigne le concert européen et arrive justement à évoluer, n'est-ce pas? Non pas à être soumise constamment à de véritables révolutions, qui presque toujours étaient d'ailleurs des révolutions au sommet, il faut bien le dire, mais au contraire suivent cette voie évolutive qu'il admire dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qui donnait beaucoup plus de cohérence, n'est-ce pas, beaucoup plus de stabilité. Et d'ailleurs, vous saluez l'action du président Poutine qui a réussi un petit peu à relier la partie occidentale de la Russie à sa partie orientale, notamment avec les alliances économiques qu'il a nouées avec la Chine. Absolument. Et il a été forcé à faire cela par l'attitude, il faut bien le dire, des pays occidentaux, qui a été d'emblée une attitude extrêmement agressive, menaçante, comme on peut le voir aujourd'hui dans la campagne n'est-ce pas, anti-russe, qui est déclenchée par les États-Unis. Oui, on parlait de l'encerclement de l'OTAN autour de la Russie. Tout à fait. Ça a été une clé, je crois, fondamentale pour comprendre la position de Vladimir Poutine, enfin des dirigeants russes aujourd'hui, qui se sont sentis floués par les Occidentaux, parce il faut bien rappeler que la chute de l'Union soviétique n'était pas due à une victoire de l'Occident, des États-Unis sur l'Union soviétique. C'est parce que Gorbatchev commençait de lui-même, n'est-ce pas, il s'est désarmé, ouais. Il a rendu les armes. C'était une véritable reddition. Et en échange, au lieu d'avoir un véritable partenariat, n'est-ce pas, d'être quand même toujours considéré comme une alliée, les Russes se sont sentis humiliés par cette arrogance, en quelque sorte, des Occidentaux, qui, se prévalant de leur victoire, se sont comportés envers la Russie comme un pays qu'il fallait coloniser, au fond. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Alors, ce thème du double russe s'articule aussi sur une autre antinomie que vous soulignez entre l'État et le peuple, notamment à travers la perception qu'en ont à travers la perception de la démocratie. Vous dites que l'État a une perception de la démocratie différente de celle du peuple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? C'est-à-dire que la Russie, de par sa situation géographique, de par son immensité, n'est-ce pas, ne peut pas, n'a jamais pu prétendre à un régime démocratique tel qu'il a pu s'instaurer dans des pays occidentaux beaucoup plus tempérés, et dont les dimensions étaient beaucoup plus, disons, réduites. Pour cela, il faudrait rappeler Montesquieu. Tout simplement. Et donc l'accusation, le reproche que l'on entend souvent de la part des Occidentaux vis-à-vis de la Russie, à savoir qu'elle est incapable qu'elle n'a jamais pu, n'est-ce pas, accéder à la démocratie, n'a pas de validité, n'est-ce pas? Il n'est pas valide parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Ce qui n'exclut pas que la Russie fait face, comme elle le fait depuis bon nombre d'années, des efforts pour, malgré tout, se démocratiser, pour faire, n'est-ce pas, mettre en œuvre un régime politique qui ressemble quand même beaucoup, enfin qui est à peu près le même que celui des pays occidentaux. Mais il y a toujours en Russie cette, si vous voulez, la présence du tsar, n'est-ce pas, du père,
Vous dites que c'est resté profondément une société patriarcale, la Russie. Exactement, et c'est ce qui explique ce besoin, n'est-ce pas, d'avoir recours à une autorité supérieure qui s'incarne dans une personne, et cela, je crois qu'on n'y a jamais échappé tout au long de l'histoire russe. La preuve que même sous le bolchevisme, Staline était le père du peuple, vous voyez, et pourtant c'était un régime qui, de la révolution, a voulu justement renverser le tsarisme, et ensuite elle a réinstauré un empire et la toute-puissance de l'État sur le peuple. Alors cette question justement de la relation entre l'État et le peuple, elle est fondamentale. Je l'ai abordée dans un texte que j'ai appelé l'Empire russe et Moscou, troisième Rome, et parce qu'elle est liée aussi, si vous voulez, la question étatique est toujours liée à la question religieuse, n'est-ce pas? Même aujourd'hui encore, l'État quand même s'appuie beaucoup sur la religion, l'État actuel s'appuie beaucoup sur la religion orthodoxe. C'est elle qui apporte une idéologie qui après a été remplacée par l'idéologie communiste, mais qui était aussi une forme de religion. Donc je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux et que le peuple donc accepte, n'est-ce pas, cette autorité supérieure de l'État parce qu'il croit que justement c'est un facteur d'ordre, de stabilité, de sécurité, qui prime pour lui sur peut-être le désir de liberté individuelle, qui chez nous a pris des proportions, on peut dire, peut-être excessives. Vous parlez également, Gérard Cognot, dans votre ouvrage de culture au sens large, vous opposez culture russe et culture occidentale au pluriel. Pourquoi vous dites que la particularité de la culture russe réside dans son inachèvement, dans sa volonté de rester à l'état de projet? Alors effectivement, c'est lié justement à ce que je viens de dire à propos de cette recherche permanente d'une identité fondée sur une unité, disons, qui est toujours à venir, n'est-ce pas? Et je suis en train actuellement avec quelques collègues de traduire les écrits d'un philosophe utopiste russe qui s'appelle Nicolas Fyodorov, qui a été l'inventeur du cosmisme et qui a prévu en quelque sorte, n'est-ce pas, l'envoi des hommes dans l'espace. Voilà, j'ai traité cela dans un texte qui s'appelle La vision russe du cosmos. Eh bien pour lui, ce qui est essentiel justement dans la culture russe, dans la pensée russe, c'est cet état de projet. Et cet état de projet, pour lui, alors ça peut paraître effectivement un peu, enfin véritablement utopique, est lié à la recherche d'un moyen de vaincre la mort, n'est-ce pas? De vaincre la mort. Il considère que la mort est un accident de la nature et que si on arrive, alors c'est lié à la fois à une idée religieuse et à une idée, on pourrait dire, scientiste ou scientifique si on veut, mais plutôt scientiste, de foi dans la science, qui pourra peut-être permettre à l'homme de devenir immortel, n'est-ce pas, de prolonger sa vie. C'est un petit peu ce qu'on voit avec les projets de Google via le transhumanisme. Oui, et ce philosophe est très justement, très vous parlez de Google, oui, il a été très propagé oui. aux États-Unis, il est traduit, il est connu. Et vous dites aussi concernant cette culture que la culture russe carrément déclare une guerre dirigée contre la philosophie des Lumières. Oui, parce que la Russie, vous comprenez, dans son histoire, elle a eu des raccourcis. Si vous prenez quelqu'un comme ça, qui a une grande figure évidemment pas seulement de la poésie russe, mais de la culture russe tout entière, qui est Pouchkine. Pouchkine, c'était à la fois un homme de la Renaissance, un homme des Lumières et un romantique. C'est-à-dire que la Russie a toujours opéré, au cours de son histoire, brusquement des raccourcis synthétiques, alors que dans l'Occident, des étapes qui se sont succédées, n'est-ce pas, sont brusquement ramassées, n'est-ce pas, dans un laps court de temps. En Russie. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au XIXe siècle, je dis bien dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la philosophie. Eh bien, il est vrai que la Russie n'a pas connu la Renaissance, et au fond, bon, elle n'a pas connu non plus les Lumières au sens où on le comprend chez nous en Occident. Bien que les philosophes, on sait, Diderot, Voltaire, avaient de très bonnes relations avec Catherine II, mais avec la grande Catherine, mais elle n'a jamais appliqué leurs conseils, n'est-ce pas? Elle s'en est bien gardée. Elle a ménagé des relations avec elle presque dans un but, on pourrait dire presque publicitaire. Et donc, la Russie n'a jamais vraiment... Et puis aussi, il faut bien tenir compte de la permanence de la religion orthodoxe qui, quand même, n'est-ce pas, est au fond incompatible avec la philosophie des Lumières, qui était essentiellement anticléricale, dirigée contre la religion.
vous savez bien, l'infâme selon Voltaire, etc. Donc c'est pourquoi effectivement la Russie a un peu échappé à la fois à la Renaissance et aussi aux Lumières. Et d'ailleurs, Gérard Cogneau, à côté de, de la religion orthodoxe là, dont vous venez de parler, vous évoquez aussi cette pensée magique, et vous évoquez notamment la pensée de Raspoutine. Oui, Raspoutine a été, conseiller du tsar Nicolas II. Oui, on sait ce moujik, enfin, qui avait des dons, oui, qui pouvait justement guérir, était le seul à guérir le fils de Tsarévitch, qui était hémophile, et qui a arrêté les épanchements de sang, ce qui lui a procuré une position de conseiller très influent auprès du tsar, auprès de la tsarine. Mais oui, c'est-à-dire que en Raspoutine, ce qui est important, c'est l'aspect à la fois populaire et aussi magique, comme vous dites, qui a justement, cela se rapporte à toute une culture qui était quand même immergée, parce que la culture russe, elle était divisée en deux. Il y avait la culture qu'on appelait la culture majeure, qui était importée d'Europe, puisque vous savez très bien que les nobles russes, les gens cultivés par les Français, à Saint-Pétersbourg, oui, tout à fait. Et puis la culture populaire à côté. Quand on lit la correspondance de Pouchkine, il écrivait en français, n'est-ce pas ? Il y avait justement, c'était naturel d'ailleurs chez eux. Donc ils étaient extrêmement influencés. Ils connaissaient parfaitement d'ailleurs la culture européenne, mais il y avait aussi en même temps cette culture, la culture européenne, mais c'est la culture populaire, n'est-ce pas, qui était le terreau qui a nourri aussi la poésie. Même Pouchkine, il a écrit des contes, vous voyez, inspirés par la poésie populaire. C'est-à-dire, on peut penser aux loubok, les loupki, les images populaires, la poésie populaire, les tchastouchki, etc. Et cela était beaucoup plus vivant en Russie que, par exemple, chez nous, où cette partie a été très, très, très tôt écartée, vous voyez, supprimée, occultée, parce qu'elle a toujours quand même continué à exister, mais alors qu'en Russie, elle a toujours... Et c'est cette culture populaire qui a nourri l'avant-garde, dont je me suis beaucoup occupé, puisque j'ai publié plusieurs ouvrages sur cette fameuse avant-garde russe qui a connu son essor dans les années 20 et les années 30, et qui a justement, face au modèle occidental, à chercher ses sources dans cette culture populaire qui était immergée et puis qui était anonyme, n'est-ce pas ? On pense, oui, à Pierre Romanishvili, le peintre des anciennes, des enseignes, etc. Voilà, c'est une culture qui est fondue à la vie, fondée sur l'artisanat, sur les métiers, etc. C'est-à-dire que cette culture, c'est pour ça quand vous parlez de la différence que j'ai pu établir entre la culture russe et la culture occidentale, elle est due aussi à cela. C'est-à-dire que chez les Russes, la culture est fondue à la vie, elle fait partie de la vie. Tout homme, on a parlé, il y a eu aussi dans les années 60, n'est-ce pas, des gens qui disaient il vaut mieux faire une paire de bottes que faire la Vénus de Milo, vous voyez. Bon, ça c'est caricatural, mais il y a un peu de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'un cordonnier qui fait une paire de bottes, il est aussi créateur. Vous voyez, il y a cette création, voilà, qui ne se limite pas justement à simplement une certaine, un cercle réduit de l'intelligentsia. Et là, ça nous renvoie à l'opposition permanente, cruciale entre l'intelligentsia et le peuple. Qui est le fond même des écrits de Dostoïevski, par exemple, des romans de Dostoïevski. Gérard Cogneau, vous évoquez aussi la xénophobie de la mentalité paysanne, cette ligne de démarcation entre nous et les autres. D'où vient cette hostilité à l'égard du dehors ? Je serais prudent en parlant de... Oui, je ne sais pas si j'ai employé le terme de xénophobie, il y a un peu de vrai. Mais c'est votre mot. Oui, je le reconnais. C'est-à-dire, c'est compréhensible, parce que la Russie a été... séparé, isolé du monde extérieur. D'où aussi cette puissance des superstitions, vous voyez, ce rapport très complexe vis-à-vis de l'étranger, et qui est fait d'abord, il faut rappeler quand même, qui est fait d'hospitalité. Vous savez, moi j'ai vécu pendant longtemps sous le régime communiste, j'ai connu la période des pénuries. Eh bien, quand on faisait la queue, l'étranger, on le faisait passer en premier. On lui donnait la place avant les autres, parce que c'est l'hôte.
Donc il y a cette notion d'hospitalité, mais en même temps l'étranger est quand même senti comme étranger, comme quelqu'un qui ne vous comprendra Donc jamais. c'est pas forcément une xénophobie, en fait, c'est vraiment forcément la distinction de savoir reconnaître l'autre, et la oui, distinction. c'est cela. C'est cela. Il n'y a pas d'hostilité, si vous voulez, a priori, envers les étrangers. Mais il y a le sentiment que, étant russe, d'identification. oui, qu'on ne sera pas compris. Je crois que s'il y a des vers de Tchoutchev là-dessus, qui disent qu'on ne peut pas comprendre la Russie, n'est-ce pas? La Russie, on ne peut pas la comprendre rationnellement. Et donc, on peut peut-être l'approcher par l'intuition, vous voyez, par d'autres moyens, mais pas par la pensée rationnelle. Et c'est cela, je crois, qui est assez profond dans la conscience russe, c'est la conscience de ne pas pouvoir être compris par un occidental. De conscience de la différence, justement, par rapport au monde occidental. Et ce qui a généré, d'ailleurs, ce que j'ai appelé le mirage occidental, parce que, justement, du fait de cette ignorance, n'est-ce pas? En tout cas, dans la partie, c'est plutôt parmi les intellectuels, bien sûr, beaucoup plus que dans le peuple, que s'est forgé une sorte de rêve, n'est-ce pas, de l'Occident, de désir d'Occident, qui a énormément imprégné, n'est-ce pas, qui a eu une très grande influence sur l'histoire russe, au point que, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, de montrer l'autre jour, vous savez, lors de notre colloque, au Quai Branly, que je suppose, enfin c'est peut-être une idée qui m'est propre, que cela a joué un rôle fondamental dans la chute de l'Union soviétique. Parce que quand les élites et quand au sommet, cette conscience qu'au fond, l'Occident, avec sa démocratie, ses droits de l'homme, etc., est supérieur au communisme russe, n'est-ce pas? À ce moment-là, les jeux étaient faits. Et ça explique pourquoi Gorbatchev a accepté de lui-même, n'est-ce pas, d'abandonner, de se désarmer, n'est-ce pas, d'accepter, disons, de renoncer au fond, n'est-ce pas, à la confrontation. Dans votre ouvrage, Gérard Cognot, vous parlez d'osmose entre l'esprit russe et le marxisme. Mais comment expliquez-vous cette osmose entre une idéologie venue d'Allemagne, le marxisme, et le peuple russe quand vous soulignez l'hostilité du peuple russe à l'égard du dehors? Un paradoxe. C'est parce que le marxisme a été adapté à la Russie par Lénine. Il ne faut pas oublier que l'idéologie bolchevique n'était pas entre le peuple russe et le marxisme-léninisme. C'était l'idéologie marxiste-léniniste, et c'est-à-dire, c'est beaucoup plus pervers, je dirais, que cela. Insidieux. C'est insidieux, oui. C'est-à-dire que Lénine, bien sûr, vous vous souvenez des thèses d'Avril, la terre aux paysans, c'était des thèses, on dirait aujourd'hui populistes, hein. Il y avait un populisme dans le marxisme professé par Lénine, mais il y avait surtout, en même temps, et ça fait partie, vous voyez, de ces contradictions, de cette dualité permanente dans disons, que l'on trouve en Russie, en même temps, c'est l'étatisme au plus haut degré. Ce qui a d'ailleurs permis aux bolcheviks de prendre le pouvoir et de le garder pendant 3/4 de siècle. Et d'ailleurs, Gérard Cognot, à propos de ça, vous développez le thème de la terreur et vous dites que les Russes ont une sorte de fascination, de frisson métaphysique, de volupté, il y a des termes comme ça, de volupté, d'érotisme, de ce rapport à la terreur. Comment vous expliquez le concept de ce rapport? Oui, il y a effectivement une métaphysique de la terreur, parce que quand vous êtes constamment épié, que vous êtes soumis constamment, vous ne savez pas de quoi demain sera, qu'est-ce qu'on va faire de vous. Vous savez, quand vous êtes perdu, moi j'ai éprouvé ce sentiment, perdu dans l'immensité russe. Ce qui est très important en Russie, c'est la notion d'espace. Il y a un mot qui dit ça très bien, c'est le mot prostor. C'est que l'espace n'est pas le même que chez nous. Chez nous, on a un espace parcellisé, d'où le rapport au cosmos, peut-être. Et d'où le rapport au cosmos. Et alors, vous vous sentez tellement, vous savez, une goutte, et que vous êtes, et d'où aussi la notion de cosmos et aussi le rapport à Dieu, hein, aussi, parce que vous êtes rien, voilà, vous êtes, et ce sentiment, évidemment, et en même temps, donc, est beaucoup plus intense que celui que l'on éprouve dans une société sécurisée. Individualiste. Individualisé. Voilà. Et aussi, vous êtes assuré, tout est assuré, et rien ne peut se produire. Vous voyez, on vit aussi, nous, dans
cette illusion, il faut bien dire, n'est-ce pas, que nous sommes protégés, parce qu'à tout moment, nous nous assurons, nous prenons des assurances contre... Et cette incertitude du lendemain peut-être a participé du romantisme, de l'idée romantique russe? Il y a cela, mais il y a aussi le fait que dans une société totalitaire, les moments, la vie est beaucoup plus intense que dans une société démocratique. C'est un écrivain de l'Allemagne de l'Est qui, au moment de la chute du communiste, a dit, oui, c'est très bien, nous allons accéder à la liberté, à la démocratie, mais alors quel ennui. Oui, il y a ça aussi. Oui. Quel ennui, quelle grisaille. Et c'est au fond, on retrouve cela un peu dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de l'art, c'est très bien la liberté, mais à quoi elle aboutit? Au n'importe quoi. Tout est possible, et rien n'a de valeur. Alors que à l'époque totalitaire, l'art était florissant, parce que l'art devait résister. Il était toujours dans une position de résistance, n'est-ce pas? Et donc de réinvention constante. Oui, aujourd'hui, les artistes sont subventionnés par l'État. Oui, c'est ça. Voilà. J'étais ami avec un philosophe, Rainer Rochlitz, qui avait écrit Subversion et Subvention. Oula, en Russie soviétique, je ne sais pas s'il écrit ça. Non, mais il a écrit ça pour la France. Hein. Ah oui, d'accord. Toujours dans ce registre du double, Gérard Cognot, pour vous, ce que vous appelez le catéchisme libéral, celui de la démocratie, du marché, c'est en fait que l'envers du catéchisme communiste. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, ces deux idéologies ne sont que les deux faces d'une même pièce. En fait, je vous dirais, le fond de ma pensée, je crois que ce que l'on appelle le libéralisme, mais qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on peut entendre par ce mot, parce qu'il ne s'agit pas de liberté. Vous voyez bien que dans la société actuelle, ce que l'on appelle liberté recouvre l'esclavage. C'est un esclavage social. On voit très bien comment les oligarchies manipulent l'opinion, n'est-ce pas, et sont toujours aux commandes, négligent la voix populaire quand elle s'exprime, puisque on a beau, les référendums ne sont pris en compte que lorsqu'ils confortent la décision prise au sommet, etc., etc. Et alors, en même temps, cela... Il y a une véritable inversion des mots, c'est ce que vous dites. Quand Exactement, on parle de paix, en fait, il faut voir la guerre. Quand on parle de démocratie, c'est une dictature. C'est cela. C'est-à-dire, non seulement, mais les mots sont pris... nous vivons sur des fictions, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le langage sert à générer une fiction qui se substitue à la réalité que les gens sont en train de vivre. Et quand les gens, quand même, arrivent à être conscients de cela, mais je parle des gens du peuple, des gens n'est-ce pas, qui sont, évidemment, ils se rebiffent, mais ils n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de renverser la situation, parce qu'ils sont prisonniers, surtout si on pense à ce mot-clé de l'idéologie libérale qui est qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Eh bien, c'est exactement ce que disait le communisme. Il n'y a pas d'alternative au sens de l'histoire. Le communisme incarne le sens de l'histoire. Et le libéralisme incarne aujourd'hui le sens de l'histoire. Et qu'est-ce que cela produit? Cela produit ce qu'un philosophe, écrivain, dramaturge polonais que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelait Witkiewicz, avait déjà démontré dans les années 30, à savoir ce qu'il appelait le nivelage. Ce qu'il y a de commun au système communiste tel que je l'ai vécu, parce que je vous dis, pendant plusieurs années, j'ai vécu sous ce régime, et le régime libéral que nous connaissons aujourd'hui, c'est effectivement ce nivelage. Et ça, c'est catastrophique, parce que ce nivelage entraîne la destruction des valeurs, n'est-ce pas, et entraîne effectivement le dépérissement de la création. Vous avez l'homme spéculatif et vous avez l'homme créatif. Ce qui est propre à la Russie, je parle à la Russie, je ne parle pas des régimes politiques, mais d'une manière, disons, beaucoup plus générale et beaucoup plus permanente, c'est toujours la primauté de l'homme créateur sur ce que on pourrait appeler... Sur le profit, Sur le profit. Vous dites, ouais, les commerçants ne sont absolument pas intéressés par le profit. Oui. Ils vous recommandent toujours le produit, le meilleur rapport qualité-prix. Oui, ils vont vous déconseiller d'acheter la marchandise qu'ils sont en train de vendre et qui pour lui, qui est pour eux un moyen d'existence. Mais non, parce que voilà, il y a ce désintéressement, si vous voulez. Et effectivement, cela va de pair avec une certaine difficultés dans le domaine économique, forcément, n'est-ce pas? Dernière question, Gérard Cognot, vous avez écrit
Ce texte, La Russie et son double, qui fait partie du recueil, mais c'est le premier, d'ailleurs c'est le plus important dans le livre, ce texte, entre 1993 et 2007, vous pointiez alors la dépression morale pour expliquer le malheur russe aujourd'hui. Est-ce que la Russie va mieux ? Je vous remercie pour cette question, parce qu'elle est fondamentale. Elle permet de comprendre pourquoi quelqu'un qui aime la Russie ne peut pas sous-estimer l'œuvre accomplie par Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir. Parce qu'il a redressé la Russie, à la fois, non pas seulement sur le plan international, en lui redonnant la puissance militaire qu'elle avait perdue, ce qui est indispensable quand on pense à la situation de la Russie au moment de la guerre de Yougoslavie, par exemple, n'est-ce pas ? Il a rendu sa fierté aux Russes. Il a rendu sa fierté, mais il a aussi, peut-être que maintenant c'est beaucoup plus difficile à cause des sanctions, mais il a toujours essayé quand même de procéder aussi à une meilleure répartition des richesses. Sanctions d'ailleurs qui lui ont permis de développer un certain nombre d'activités économiques, notamment je pense à l'exportation du porc, qu'on lui avait interdit de faire en Europe. Du coup, il a développé des structures d'élevage de porc. Enfin, du coup, ces sanctions lui ont été bénéfiques in fine. Oui, voilà. Il y a quand même, sur le plan social et économique, il y a aussi, par rapport aux années 90 qui ont été catastrophiques, pour cela, il faut se référer à un livre de Solzhenitsyn qui a été un peu mis de côté, et je crois que on peut en comprendre les raisons, qui s'appelait La Russie sous l'avalanche. Il a écrit ce livre, il a été publié en 1998. Vous savez, au moment où l'État était en faillite, où la Russie était au plus bas. Il a fait des reportages un peu partout, il a interrogé les gens étaient désespérés. Ils pensaient On peut peut-être aussi comprendre pourquoi Boris Eltsine s'entendait si bien à l'époque avec le président américain Bill Clinton. On se souvient tous de cette scène d'hilarité, peut-être parce que justement Bill Clinton était ravi d'avoir une Russie à genoux. C'était, bien entendu, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que l'Occident a profité de la situation pour, d'abord, comme il y a toujours quand même chez l'Occident une certaine peur de la menace potentielle russe, c'est vrai. Donc, ils ont voulu, d'ailleurs, il y avait même un projet de démembrement de la Russie qui aurait pu se produire. Enfin, de peur instillée par les médias. Je pense que les Français n'ont pas peur de la Russie, on n'a pas peur de se prendre c'est un fantasme. Non. C'est une campagne de désinformation parce qu'on on fait des amalgames, n'est-ce pas ? Et on fait un amalgame entre les empires qui ont précédé la Russie actuelle et la politique de Vladimir Poutine, qui est une politique uniquement défensive. Il n'avait pas du tout l'objectif, il aurait pu le faire avant, par exemple, comme on dit, d'annexer la Crimée. C'était simplement une réponse, n'est-ce pas, à Maïdan, à ce qui s'est passé au moment de Maïdan, et parce que il faut bien rappeler que les gens qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, et qui l'ont toujours d'ailleurs au fond en Ukraine, les néo-nazis, auraient pu, disons, s'il n'y avait pas eu la protection russe, les Russes de Crimée auraient passé peut-être un mauvais moment. C'est toujours dans une posture, je voulais, de défense, de protection des Russes qui sont à l'étranger. Ce qui était le cas aussi de la Russie tsariste, puisque vous savez qu'au moment elle a toujours protégé dans les Balkans les populations slaves orthodoxes qui étaient victimes des Turcs, etc. Donc ça, c'est toujours il renoue avec une politique russe, évidemment, assez ancestrale, mais qui n'est pas une politique impérialiste, comme on l'a dit. C'est une politique de défense des intérêts russes et des populations russes. Oui, parce que les médias essaient souvent d'assimiler Vladimir Poutine soit au tsar, au tsarisme, soit au stalinisme. C'est une autre Russie qui est en train de naître depuis l'avènement de Vladimir Poutine. Tout à fait. Et il faut pas... c'est quand même la Russie qui a accueilli Snowden. C'est la Russie, c'est un journaliste qui était chassé de tous les médias chez nous, comme Frédéric Tadei. Maintenant, il n'a pu avoir trouvé refuge que chez RT. C'est significatif. Bon. Gérard Cognot, ce sera le mot de la fin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Russie et son double. C'est aux éditions Apopsis. C'est un essai et un recueil de vos textes. Merci Gérard Cognot. Et moi, je vous remercie aussi pour votre invitation. Merci monsieur. Merci.